Hold-up à Montrouge, 2 gendarmes tués, les gangsters cernés par la police. Le veau aux hormones, il est désormais interdit dans toute l'Europe. Manu France, peut-être des capitaux suisses, mais leur origine très incertaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est par un dramatique fait divers que nous commençons ce journal. 2 gendarmes ont été abattus cet après-midi au cours d'un hold-up contre une banque de Montrouge, tout près de Paris. Un nouveau tribut donc que paient les forces de l'ordre à la sécurité. Mais leurs collègues ont juré de les venger. Avec l'aide d'un certain nombre d'automobilistes et de ce que l'on appelle les cibistes, qui communiquent entre eux dans leur voiture, eh bien les 4 gangsters ont été retrouvés 3 heures après, près de Lagny, en Seine-et-Marne. Ils sont cernés en ce moment par la police, après avoir dans un premier temps pris en otage 2 personnes qui viennent d'être relâchées. Les faits avec Jean-Michel Mercurol. Tout commence en début d'après-midi. Il est 14h30 environ lorsque 3 individus, 2 hommes et une femme, se présentent à l'agence bancaire du 55 avenue Aristide Briand à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Pistolet au poing, ils réclament le contenu des coffres. En prenant la fuite, les 3 malfaiteurs attirent l'attention d'une patrouille de gendarmerie qui tente aussitôt de les intercepter. Un gendarme est descendu et il a été aussitôt mitraillé par une arme automatique 1143. Alors à ce moment-là, le motocycliste, lui aussi, est intervenu. Alors le motocycliste n'appartenait pas du tout à la patrouille de gendarmerie. Il arrivait de face, il s'agissait d'un garde républicain d'une estafette. Et voyant la fusillade, il a mis pied à terre, a voulu aussi dégainer et il a été cueilli à froid par une rafale de 1143 également. Qu'avez-vous lancé comme moyen pour essayer d'intercepter maintenant ces gangsters? Alors nous avons travaillé en liaison avec la direction de la police. Il y a eu tout de suite une identification du véhicule J7 qui a été trouvé abandonné du côté de la rue de la Tombissoire. Il y avait du sang à l'intérieur de ce véhicule. On a pu identifier un véhicule rouge qui a été emprunté par les gangsters. On l'a retrouvé entre Vissou et Paris sur l'A6 en direction de Paris. On l'a fait suivre par hélicoptère. Les taches de sang repérées sur les sièges de la voiture abandonnée par les gangsters laissent à penser que l'un d'entre eux a été blessé dans la fusillade. Oui, ce motard dont nous parlions, de la garde républicaine, qui était à Montrouge tout à fait par hasard, servait à l'Élysée et c'était une estafette donc qui servait à la présidence de la République. Alors donc, nous vous le disions, tout de suite après, on a pu localiser ces gangsters du côté de Lagny, c'est-à-dire en Seine-et-Marne. J'ai actuellement en ligne François Cornet qui suit l'enquête à Lagny. La prise d'otage, la nouvelle prise d'otage est terminée et on a repéré à peu près le bois où se trouvent les gangsters, François. Oui, après avoir abandonné la 604 qu'ils avaient échangée en fin d'après-midi dans les bois de Champs-sur-Marne, en banlieue est, contre leur voiture relais, les 4 gangsters ont relâché les 2 femmes prises en otage. Ils ont ensuite pris la fuite à pied dans la forêt de Gretz, cernée actuellement par d'importantes forces de police et de gendarmerie. Peu après, la femme et les 3 hommes, auteurs du hold-up de Montrouge, se sont séparés en 2 groupes. L'un d'eux a réussi ce soir à voler encore une autre voiture, une R16, qui est actuellement activement recherchée. Un handicap pour les forces de police la nuit qui est tombée sur cette forêt de Gretz. De jour, la participation des hélicoptères aux recherches a été précieuse. De nuit, la chasse à l'homme s'annonce plus difficile. Mais avoir l'important dispositif mis en place ici, autour de cette forêt, on se demande comment les gangsters pourraient, cette nuit ou demain matin, passer à travers les mailles du filet. Donc François, je retiens de ce que vous venez de nous dire que les gangsters sont 4, 3 hommes et une femme, et qu'ils ont une R16, qu'ils sont donc activement recherchés tout près de Lagny, en Seine-et-Marne. Peut-être du nouveau donc, dans le courant de ce journal, et peut-être en tout cas dans le dernier journal que vous présenterez Hervé Claude. Deuxième information de la fin de l'après-midi, elle nous vient de Bruxelles et elle est sans équivoque. Les ministres de l'Agriculture des 9 se sont prononcés pour une interdiction générale de l'utilisation de toutes les hormones dans l'élevage. Et les Européens ne veulent pas chômer, ils veulent qu'avant la fin de l'année soit mis sur pied un système rigoureux de contrôle. C'est donc l'ultime rebondissement d'une affaire qui avait démarré il y a 15 jours et que l'on a beaucoup commenté. Jean-Luc Almejane. C'est en Italie au début du mois, avec l'affaire des petits pots pour bébés, que commence la campagne Veau aux hormones. Elle sera suivie en France par un appel au boycottage de la viande de veau lancé par l'UFC le 11 septembre. Et depuis hier, cet appel s'est étendu à tous les pays européens. Un juge italien a même interdit la vente de viande de veau en Italie. En Europe, ce sont surtout la France, la Hollande et l'Italie qui produisent et exportent du veau.
Dans ces 3 pays, déjà, toute utilisation d'hormones est officiellement interdite dans les élevages. Cela n'empêche pas de très nombreux éleveurs d'administrer ces fameuses hormones à leurs veaux pour les faire engraisser plus rapidement. D'autant plus qu'en Allemagne et aux États-Unis, les hormones naturelles, celles-là, sont autorisées, alors qu'en Angleterre, ce sont des hormones naturelles et artificielles qu'utilisent les éleveurs britanniques en toute légalité. La France est le premier producteur européen de veaux, avec 3 500 000 veaux produits tous les ans. 80% de ces veaux sont produits industriellement en batterie. Ce sont sur eux que l'on utilise principalement les hormones. Avec nous maintenant le directeur de la Fédération nationale bovine. On a tout de suite envie de savoir quelles sont les conséquences pour les éleveurs, bien sûr, que vous représentez, mais aussi pour les consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces décisions qui viennent d'être prises à Bruxelles? Bien, pour les éleveurs ont toujours demandé que les hormones soient interdites, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ce qui ne les empêchait pas de continuer quand même à les utiliser. Il y avait un peu de fraude, un peu moins peut-être qu'on l'a dit. Mais effectivement, il y avait un certain nombre de veaux qui étaient implantés et traités aux hormones. C'est pas 3/4 des éleveurs, comme on l'a dit? C'est bien difficile à juger d'une fraude, à la chiffrer, quelle qu'elle soit. De toute façon, nous avons toujours demandé qu'il n'y ait pas d'utilisation d'hormones et par conséquent nous sommes favorables à la décision qui vient d'être prise, d'autant plus qu'elle est prise à l'échelon européen et que nous espérons que de ce fait elle sera appliquée avec sans doute le moins de fraude possible, qu'elle sera appliquée dans tous les pays d'Europe. Ça veut dire que désormais il n'y aura plus d'hormones ni naturelles ni artificielles. Oui, je crois que la distinction entre hormones naturelles et artificielles est trop compliquée et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours été favorables à des mesures simples interdisant les hormones, puisque il y a quand même des éleveurs qui n'utilisent pas d'hormones, qui élèvent des veaux sans hormones. Et puisque cela les réussissent dans leur élevage, eh bien, ce que nous souhaitons, c'est qu'il en soit ainsi pour tous, pour que les consommateurs puissent avoir la sécurité de trouver du veau sans hormones. Mais ces éleveurs dont vous parliez, nous avons fait parler, et ils étaient pénalisés. Ils disaient que ça leur coûtait plus cher parce que, en général, l'élevage du veau était plus long. C'est vrai que l'élevage du veau sans hormones est un petit peu plus long, et ça demande quelques jours de plus. Mais est-ce que le consommateur n'a pas intérêt à payer quelques centimes de plus son escalope et à avoir la sécurité qu'il ne trouvera pas, qu'il consommera une viande de qualité? Concrètement, combien de centimes le kilo à peu près? C'est bien difficile à dire, mais moi j'ai l'impression que c'est de l'ordre de 10 ou 15 centimes l'escalope, c'est tout. Donc il faut s'attendre pour les consommateurs à une augmentation du veau dans les jours à venir, les mois à venir? Non, il ne faut pas s'attendre à une augmentation du veau. D'ailleurs, en réalité, ces temps-ci, le veau a diminué, puisque les consommateurs n'en ont pas consommé. Ils ont suivi le boycott très largement de l'Union fédérale des consommateurs et des organisations de consommateurs. Et ce que nous souhaitons surtout, c'est que cette décision permettent de lever le boycott des organisations de consommateurs parce que beaucoup d'éleveurs sont aujourd'hui dans une situation absolument dramatique. On a vu en effet des marchés et des abattoirs pratiquement fermés. Et oui, les marchés, il y a eu des répercussions sur les veaux de 8 jours, sur le veau. Il est absolument indispensable que ce boycott soit levé le plus tôt possible. Bien, deux informations qui vont vous intéresser directement. D'abord, pour les éleveurs de moutons, j'apprends que toujours à Bruxelles a été décidé un feu vert pour le marché commun du mouton, qui existe déjà pour le veau. Ce marché commun du mouton qui verra le jour le 20 octobre prochain. Ainsi donc en ont décidé les 9 ministres de l'Agriculture. Et puis plus indirectement, mais je crois que ça vous intéresse aussi, la hausse de 10% du prix du fioul lourd en France qui interviendrait dès demain. Donc 10% de plus pour le fioul lourd demain mercredi. Troisième gros titre de l'actualité, les obsèques des victimes de l'attentat de Munich. Obsèques très émouvantes, cérémonie retransmise en direct par la télévision allemande et présence des deux candidats au poste de chancelier la semaine prochaine, Helmut Schmidt et Franz Josef Strauß. Pourtant, chacun s'est gardé d'exploiter ce drame, ce qui aurait été indécent. En revanche, Karl-Heinz Hoffmann, c'est-à-dire le fondateur du groupe néo-nazi que l'on avait dit inspirateur de cet attentat, veut attaquer maintenant la presse en diffamation. Je vous rappelle qu'il avait été remis en liberté dimanche soir. De Munich, aujourd'hui aussi à Munich, les flonflons de l'Oktoberfest se sont tus et les bottes à bière sont restées vides. Ce mardi est ici un jour de deuil pour la Bavière et pour l'Allemagne fédérale. Un jour marqué par une cérémonie qui a réuni au même rang, à peine séparés par deux veuves de victimes de l'attentat, autant Helmut Schmidt que Franz Josef Strauß. Müssen wir
Pour quelques minutes, ils ont apparemment oublié une campagne électorale qui les oppose dans un combat sans merci. Beherrscht die Gewalt, beherrschen Krieg und Terror. Mais à peine auront-ils perdu les cercueils de vue qu'ils recommenceront à s'opposer sur notamment la meilleure façon de juguler le terrorisme. Au reproche de laxisme déjà exprimé par Strauss envers le pouvoir fédéral de Bonn, Helmut Schmidt pourra aisément répondre en rappelant l'étrange tolérance affichée par les autorités régionales de Bavière envers le groupuscule du néo-nazi Hoffmann. Il reste qu'à 4 jours des élections générales, tout reste possible en Allemagne fédérale, même une trêve quant à l'exploitation électoraliste de l'horreur. Dans son château de Bavière, Hoffmann, le néo-Führer, est un homme libre après 24 heures de garde à vue. Il nous affirme ici que son groupe n'a rien à voir dans l'attentat de Munich et qu'il connaissait l'auteur présumé de cet attentat sans qu'il fasse partie de son groupe, mais qui peut le croire? Pas de doute, il veut faire oublier que l'étudiant néo-nazi déchiqueté avec les 11 victimes de la bombe qu'il venait de poser lui doit au minimum une large part de son empoisonnement idéologique. Mais quelle que soit la grave responsabilité de cet activiste fanatique, la justice ne peut rien contre Hoffmann par manque de preuves. Confondre en effet avec des preuves des êtres tels que le néo-nazi Hoffmann reste la difficulté permanente et quotidienne de tous ceux qui essaient de traquer les terroristes ou de gauche ou d'extrême droite. Et dans l'état actuel des choses, les enquêteurs en Allemagne se contentent donc de considérer l'étudiant Köhler comme le responsable physique en quelque sorte d'un attentat dont les responsables idéologiques courent toujours, inatteignables par la justice ouest-allemande. Oui, comment ne pas rapprocher cet attentat des actes antisémites relevés en France depuis 10 jours. Tout à l'heure à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées près du mémorial du martyr juif inconnu en signe de protestation et à l'appel de très nombreuses organisations de tous bords, des partis politiques, des syndicats, des associations d'anciens combattants, manifestations dans le calme. Et puis à Nice, plusieurs membres ou sympathisants du mouvement d'extrême droite dit sous la FAN ont été arrêtés. Ils pourraient être impliqués dans l'envoi de lettres de menaces cet été à des personnalités israélites des Alpes-Maritimes. Manu France, le feuilleton prend fin, ce n'est pas moi qui le dis, mais le nouveau PDG de la société Bernard Tapie. Et il n'est pas facile de suivre les méandres de cette affaire à rebondissement. Aussi Patricia Coste, qui suit depuis le début ce dossier, va-t-elle essayer de débrouiller pour nous les chevaux où l'on retrouve pêle-mêle un conseil d'administration démissionnaire, une municipalité, celle de Saint-Étienne, des fonds suisses et 2 hommes d'affaires, Bernard Tapie et Jean-Claude Dumas. Il y a 1 an et demi, Manu France était déjà au bord du gouffre. 500 millions de dettes, soit 50 milliards de centimes. Le tribunal de commerce, pour sauver l'entreprise, décide d'une astuce juridique. Il met Manu France en règlement judiciaire, c'est-à-dire qu'il suspend les activités de l'entreprise et donc les dettes. Pour les salariés, c'est l'attente. Pour l'entreprise, c'est alors la création de 2 sociétés. Manu France 1, l'ancienne société, en règlement judiciaire certes, mais qui garde un conseil d'administration et surtout les actifs, 20 magasins sur toute la France, 5 hectares de bâtiments en plein Saint-Étienne, fonds de commerce, chasseurs français, etc. Et puis il y a Manu France 2, la société nouvelle, Manu France. Elle devient locataire de l'ancienne société et a en charge la gestion de l'entreprise. Cette astuce libère Manu France la nouvelle des dettes et permet l'arrivée de nouveaux capitaux et de nouveaux investisseurs. Mais ces investisseurs ne s'engagent pas sans garantie. Les fameux actifs pourront être rachetés au bout de 3 ans à l'ancienne société pour 100 millions de francs, une bonne affaire. Aujourd'hui, les investisseurs suisses veulent reprendre Manu France et bien sûr les fameux actifs. Pour faire repartir Manu France, sans démantèlement et sans licenciement, ils estiment la somme à injecter à 300 millions de francs, plus une avance dès le 18 octobre pour assurer le tribunal de commerce. Mais cette opération n'est possible qu'à condition que la France autorise les transferts de capitaux. La société Nouvelle Manu France qui a été constituée en Suisse, qui sera la société holding, la société financière de la société Nouvelle Manu France à Saint-Étienne, fera en temps opportun, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, une demande d'investissement préalable en France. Et c'est à ce moment-là que les autorités françaises seront officiellement saisies de notre demande. Autre incertitude, quelle garantie ont les banquiers suisses que Manu France est rentable ? S'ils comptent sur les actifs, magasins, immeubles, etc., ils doivent attendre 18 mois pour pouvoir les racheter à l'ancienne société.
sauf si celle-ci accepte de vendre tout de suite. Or, le nouveau PDG de l'ancienne société, nommé hier soir, s'appelle Bernard Tapie. Et ses intérêts ne coïncident pas forcément avec ceux des Suisses. Les actifs de la société ont une fois pour tout été négociés. Ils seront attribués pour 100 millions de francs à la société, donc Manu France 2, en récompense en quelque sorte, pour avoir maintenu l'affaire en état d'activité. Et quand je dis en récompense, parce qu'ils valent au moins 3 fois ça. Or, en l'occurrence, c'est une récompense qui ne peut être attribuée qu'en fin de parcours. Or, on est à 18 mois de la fin du parcours. Donc il est hors de question, bien sûr, de leur attribuer la récompense maintenant, avant que la fin du parcours soit faite. Mais par contre, s'ils maintiennent la société en activité et que par conséquent ils permettent son existence, ils auront, enfin, sans que personne puisse s'y opposer, ça a déjà été négocié, la totalité des actifs pour 100 millions. Les salariés, qu'on a un peu oubliés à travers ces deux sociétés, ont dès hier soir refusé de se réjouir, et c'est de nouveau l'attente. Et puisque nous parlons de sociétés à sauver, sachez qu'une centaine d'ouvrières et d'employés d'un atelier de l'entreprise Cyclone à Avranches cherchent un industriel pour venir les épauler. Elles sont persuadées de pouvoir faire redémarrer toutes seules leur atelier qui doit fermer en principe à la fin de l'année. La guerre du pétrole, Washington vient d'envoyer 4 avions radars en Arabie Saoudite pour protéger les puits de la région contre une éventuelle attaque aérienne de la part de l'Iran. Sur place, les combats font toujours rage et les Iraniens s'en sont même pris au centre de recherche nucléaire irakien qui se trouve près de Bagdad, un centre de fabrication française, pas de victimes. On ne connaît pas pour l'instant l'ampleur des dégâts. Mais c'est donc, je vous le disais, surtout sur le front du pétrole que les choses se gâtent. Gus, puis Philippe Rochot. Au 10e jour de guerre, la raffinerie d'Abadan brûle toujours et si les soldats irakiens ne l'occupent pas, c'est uniquement en raison de la chaleur insoutenable que dégagent les incendies. L'armée irakienne s'installe dans une guerre d'usure qui menace de durer longtemps et occupe un front de quelques 300 km de long sur 10 km de large. Secteur peu stratégique en dehors de la région pétrolière, mais depuis ses positions, l'artillerie lourde peut bombarder des villes iraniennes comme la cité pétrolière de Ahwaz. Sur terre, l'armée irakienne a incontestablement la supériorité avec ses blindés T-62 et T-64 soviétiques. En revanche, sa défense aérienne est faible et ses soldats ne peuvent empêcher l'aviation iranienne de poursuivre ses raids en profondeur. Pendant qu'ils occupent ces arpents de sable et s'installent dans des villages désertés par les populations iraniennes, l'aviation de Téhéran bombarde les objectifs économiques vitaux de l'Irak, comme la centrale électrique de Bagdad ou le centre nucléaire que construit la France. Le temps travaille peut-être ainsi pour l'Iran qui laisse s'essouffler l'armée irakienne. Le président du Pakistan, le général Zia, qui vient de rencontrer à Bagdad le numéro 1 irakien, M. Saddam Hussein, s'est contenté ainsi de transmettre la position iranienne, pas de négociation, le couteau sous la gorge. Alors justement, le général Zia, le chef de l'État pakistanais, vient d'arriver il y a quelques minutes à Paris et il a été reçu il y a exactement 5 minutes au Palais de l'Élysée par le président Giscard d'Estaing, vous le voyez. Sa visite était prévue pour dimanche, mais retardée en raison de la mission qu'il effectuait donc en tant que président en exercice de la conférence islamique. Il quittera Paris tout de suite après son entretien avec le président français. Il se rendra sur New York. Pendant ce temps, ce sont les ministres américains et irakiens des Affaires étrangères qui se sont rencontrés précisément à New York. Autre visiteur étranger en France, autre chef d'État, Omar Bongo, le président du Gabon, accueilli à Orly puis à l'Élysée par le président Giscard d'Estaing. Les rapports entre Paris et Libreville sont très étroits en ce moment. Le Premier ministre Raymond Barre était lui à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe et il a répété que la liberté de circulation dans les Trois d'Ormuz devait être assurée. Il a par ailleurs évoqué les problèmes généraux de la détente dans un contexte très troublé en ce moment et puis la perspective de la conférence de Madrid, c'est-à-dire le prolongement en quelque sorte de celle d'Helsinki. La détente, mesdames, messieurs, a reçu une grave atteinte du fait de l'occupation militaire de l'Afghanistan. Et la situation internationale qui en résulte pèse et pèsera sur la réunion de Madrid. Cependant, les 35 délégations présentes à la conférence devront se garder d'engager une confrontation idéologique
une confrontation stérile des idéologies ou des systèmes politiques et sociaux. Elles ne devront pas non plus se laisser aveugler, ni se satisfaire de faux semblants. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne mon pays, c'est avec ce double souci qu'il participera aux travaux de Madrid. Toujours à Strasbourg, devant ce même Conseil de l'Europe, le vice-premier ministre chinois, Huang Hua, qui est en même temps ministre des Affaires étrangères, s'est adressé aux parlementaires des 21 pays qui composent ce Conseil. C'est la première fois dans l'histoire de cette organisation qu'un Chinois s'exprime ainsi à Strasbourg. La Turquie est membre de ce Conseil de l'Europe et j'ai appris tout à l'heure que 5 personnes venaient de trouver la mort à Istanbul au cours d'incidents entre les forces de l'ordre et des individus que l'on qualifie de terroristes. La politique maintenant avec ces 2 journées parlementaires, celles de l'UDF qui se sont ouvertes aujourd'hui à huis clos au Palais Bourbon, on ne sait donc que très peu de choses sur ce qui s'y est déclaré, et puis celle du RPR avec cette petite phrase de Jacques Chirac qui accroche l'attention. Le PC a parfaitement défini sa stratégie de rupture avec de l'union de la gauche. Le jour où François Mitterrand le constatera, un paysage politique nouveau apparaîtra. Le jour où François Mitterrand dira « c'est fini », le jeu pourra changer complètement. Noël Copin, on a tout de suite interprété cette phrase, on a dit c'est une tentative d'alliance vers le PS, RPR, PS. Cette phrase vient après quelques autres. On avait entendu, ou plutôt lu récemment dans Le Monde, les propos de M. Michel Debré, qui souhaitait voir les socialistes participer à l'effort de salut public. Il y avait eu la réponse ou la réplique quasi immédiate de François Mitterrand, qui disait en substance, nous ne refuserons personne à condition que l'on accepte nos réformes de structure. Et puis il y avait eu aussi, il y a quelques jours, les propos de Marie-France Garot, mais je crois qu'il faut replacer tout cela peut-être dans un cadre plus vaste. On a beaucoup dit pendant plusieurs années que la France était partagée en 2, et puis on s'est rendu compte qu'il valait mieux dire qu'elle était partagée en fait en 4 familles. Et puis face aux craquements, aux ruptures, eh bien, les observateurs politiques et même les hommes politiques se sont demandé s'il ne fallait pas envisager une redistribution des cartes, et c'est ainsi par exemple que les gaullistes, les premiers, se sont inquiétés à l'idée d'être quelque peu court-circuités et de voir les giscardiens contracter une alliance par-dessus leur tête avec les socialistes. Et puis plus récemment, s'agissant de l'avenir, c'est Jacques Chaban-Delmas qui envisageait une ouverture de la majorité vraisemblablement aux socialistes après les élections présidentielles, et puis Jean Le Canuet qui reprenait cette idée l'autre soir dans notre émission en direct du Sénat. Il s'agirait là d'avoir non plus 2 familles, mais 2 familles et demie ou 3 familles, les giscardiens, les gaullistes et puis une partie au moins des socialistes. Alors tout cela intéresse directement à l'élection présidentielle, bien sûr. Eh bien oui, on peut dire que cet échange de bonne manière peut être finalement une bonne chose, peut-être pour l'un et l'autre, c'est-à-dire que pour Jacques Chirac, il voit dans ses bons contacts avec le Parti socialiste, eh bien il peut voir changer cette image de marque, cette image de droite de ce mouvement. Quant à François Mitterrand, il est important pour lui de savoir dans quelle mesure il pourrait compter pour un 2e tour sur une partie au moins de l'électorat gaulliste. Et je pense que cela pèsera dans la décision qu'il prendra d'être ou de ne pas être candidat. Mais il est vrai aussi qu'il est important pour François Mitterrand de bien rappeler que son parti, le Parti socialiste, est solidement ancré à gauche. Alors on assiste depuis quelque temps à des clins d'œil par-dessus des barrières, des clins d'œil qui peuvent avoir des conséquences électorales, mais les barrières, elles, sont politiques, elles ne sont pas encore franchies. Et puis le remaniement du gouvernement, ce n'était pas pour aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine, en tout cas le président de la République a demandé à son Premier ministre de lui faire des propositions en conséquence. Remise ce matin du livre blanc sur la recherche au président de la République, c'est Pierre Régrin, le secrétaire d'État, qui était porteur de ce document de plus de 500 pages et qui ne sera rendu public que demain après-midi. À l'intention maintenant de nos amis belges, qui sont très nombreux à être fidèles à Antenne 2 chaque soir, voici maintenant un sujet qui n'intéresse d'ailleurs pas qu'eux. L'idée nous est venue la semaine dernière en lisant cette déclaration du ministre belge des PTT. La Belgique est au bord de la faillite, les caisses de l'État sont vides et il y a déjà près de 8% de chômeurs. Bref, une analyse très pessimiste qu'a voulu affiner sur place Alain Doubeski et son équipe. Lorsque ce couple a quitté la vie active il y a plus de 10 ans, les caisses de retraite étaient pleines. Aujourd'hui, ces vieux sont inquiets. Le ministre belge des pensions déclarait il y a quelques jours « Bientôt, il n'y aura plus d'argent pour payer les retraités ». Comment nos voisins en sont-ils arrivés là? Depuis une trentaine d'années, la Belgique, riche, se laissait vivre. L'équipement du pays allait bon train, les maisons flamandes disparaissaient, remplacées par des buildings. L'argent au besoin, il l'empruntait, pas de problème pour rembourser. 1974, début de la récession économique, l'activité se ralentit, l'État ne parvient plus à rendre l'argent emprunté à l'étranger, les caisses se vident.
Le gouvernement de coalition fragile, empêtré dans les querelles de communautés linguistiques, ne peut pas réagir. La vie continue pour les citoyens, ils ne savent pas qu'ils doivent leur confort, leur sécurité aux dettes énormes contractées par l'État. Montant total, 110 milliards de francs français. Aujourd'hui, le budget de la protection sociale est épuisé. Il a bien fallu annoncer la vérité à la population. Quand nous lisons les journaux, on se demande ce que l'avenir nous réserve. Nous avons payé toute l'année pour notre pension et on se demande ce qu'on touchera. Je suis grand, je suis fort, à défaut de travail, je devrais cogner pour prendre ce que j'aurais besoin de manger. J'irai peut-être en prison, mais ça, sur le plan égocentrique, ça ne me fait pas peur. Mais ça, où ça me fait peur, c'est pour mes enfants. Et pour les enfants, et pour la jeunesse en général. Le gouvernement, habitué aux réunions de concertation en période de vache grasse, donc sans problème, doit proposer cette fois un plan de sauvetage de la sécurité sociale. Il me faut, par 3 voies, combler les déficits possibles. C'est notamment l'État, tout d'abord, qui doit intervenir d'une façon substantielle. Maintenant, chaque année, on met en discussion la part de l'État. À l'avenir, on veut l'éviter. C'est fixé maintenant. Deuxièmement, les ouvriers, les travailleurs doivent intervenir de leur côté également. Donc, ça veut dire que les cotisations sociales doivent en quelque sorte être augmentées. Et troisièmement, c'est peut-être à court terme le côté le plus difficile, ce sont les économies. Il faut notamment pour 81 trouver des économies de l'ordre de 15 milliards. Belgique, bien équipée, bien protégée, maladie, invalidité, maternité, chômage coûte cher. Aussi, le plan gouvernemental mécontente tout le monde. Voyons tour à tour les patrons. Ils pensent que leurs charges sont déjà trop lourdes. Les syndicats, il n'est pas question de faire des économies sur leur dos. On envisage des augmentations de cotisations, nous y refusons. C'est par des économies qu'on doit arriver à un équilibre de la sécurité sociale. Pas de régression sociale. Les assurés sociaux sont déjà quelque peu victimes de la situation de la crise. Deuxièmement, nous voulons absolument sauver la sécurité sociale pour le futur, sauvegarder les droits acquis. En Belgique, un consensus social s'établissait naguère autour de la prospérité économique. Les pouvoirs publics tentent d'organiser la concertation. Dépenser moins, mais où? Demander plus d'argent, mais à qui? Pas aux vieux, en tous les cas. Le gouvernement n'a pas les moyens d'arbitrer. Il tente d'établir un compromis qui n'est pas sa politique et qu'il baptise concertation. La Villette change de peau, fini les abattoirs dont la construction et la démolition ont d'ailleurs coûté une fortune. L'État s'est en effet décidé à implanter des espaces verts, beaucoup d'eau, un musée futuriste des sciences et techniques et beaucoup d'autres installations rendues publiques cet après-midi. Installations que je vous laisse découvrir avec Alain Valentini. Eh bien ici à la Villette, près du canal de l'Ourcq, on sent qu'il souffle véritablement un vent nouveau. Vous les entendez, vous les voyez, ce sont les camions, les marteaux-piqueurs, les grues, et maintenant les travaux de démolition vont bon train. Les démolitions sont actuellement lancées d'une part sur les immeubles massifs en béton armé irrécupérables pour le futur musée national des sciences et de l'industrie, d'autre part sur la Halle aux Vaux, l'ex-pavillon de Paris. Après appel d'offres ayant abouti à contracter avec 3 entreprises ou groupements, le montant total des travaux est d'environ 11 millions de francs. Et puis aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, M. Dornano, est venu visiter les travaux de démolition. Ben voyez-vous, 78 décisions, 79 mises en place de l'établissement public, 1980, on commence les travaux de démolition, 81, on commence la construction, et on termine pour fin 84 ou au maximum printemps 85. 3 éléments essentiels ont défini l'architecture tant du parc que celle du musée. C'est la mise en valeur de l'eau, de la nature et de la lumière. L'eau parce que c'est l'élément, le thème charnière entre la vie et l'univers. Vous voyez ici la fontaine aux lions existante qui alimente par une succession de petits bassins un grand canal perpendiculaire au canal de l'Ourcq et qui se jette dans des bassins situés à 12 mètres en dessous du niveau du parc et qui enserrent complètement le musée. La grande idée du projet d'Adrien Finsilbert, établir une promenade entre la porte de la Villette et la porte de Pantin sous le musée sans pénétrer dans celui-ci. Sur la façade sud de ce musée, 3 serres constituent une transition entre l'extérieur et l'intérieur et favorisent l'utilisation de l'énergie solaire.
sur le toit de grandes coupoles, occultables la nuit pour éviter les déperditions d'énergie. La façade nord est plus fermée, 3 plateformes à 3 angles du musée sont directement reliées à la grande salle pour permettre des expositions à l'extérieur. Au total, 50 hectares, dont 30 de parcs traversés par des cours d'eau, un objectif 3 millions de visiteurs par an, dont un tiers d'étrangers. De nouveaux confrères, tout d'abord Antenne, un mensuel qui s'intéresse, c'est évident, à la radio et la télévision, et puis Voie ferrée, un magazine pour ceux qui aiment le train, à l'échelle, mais aussi en miniature. Vous allez voir maintenant cet exploit assez remarquable d'un homme qui est en train de traverser l'Atlantique en avion, ça c'est assez banal, mais sur l'avion, ce qu'il est beaucoup moins. Il fait ça par saut de puce, il est parti de Francfort, il est ensuite allé aux îles Féroé, qui se trouve au Danemark, puis en Islande, où il se trouve actuellement. Il va aller ensuite à Groenland, dans le Groenland, et puis enfin à New York. Il fait 5 degrés dans les airs, c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, il est chaudement vêtu. C'est un Allemand de l'Ouest de 41 ans qui s'appelle Jaromir Wagner. Alors, puisqu'on parle de température, eh bien, il faut savoir que sur les régions méditerranéennes, aujourd'hui, les températures restent agréables. On me signale même un record vieux d'un siècle, 29 degrés à Perpignan. On n'avait pas connu ça, donc, depuis 1870. D'une manière générale, les températures étaient voisines de la normale dans tout le reste du pays, tout ce qui n'est pas donc les bords de la Méditerranée. Pour demain, eh bien, les formations brumeuses seront encore nombreuses le matin. Après leur dissipation, le ciel sera souvent ensoleillé. Cependant, quand même, près de la Manche et de la frontière belge, les nuages deviendront passagèrement abondants. De faibles pluies sont même possibles, me dit-on, dans le nord. Vous avez plusieurs rendez-vous avec l'actualité, et le plus immédiat ce sont les dossiers de l'écran consacrés à la vie quotidienne en Union soviétique, des dossiers de l'écran donc qui devraient être passionnants. Ce soir, après les dossiers de l'écran, Hervé Claude, vers 23h30. Demain, antenne de midi, comme tous les jours, à 12h45. Et puis, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons à 20h. Bonsoir.